Salut, ici Valérie Baudouin. Avant même de commencer à faire un plan concret pour cette nouvelle saison, je savais qu'un des sujets à traiter était celui touchant la liberté d'expression. C'est un sujet qui aurait très bien pu être couvert la saison dernière, mais les événements des derniers mois ont remis le débat entourant le premier amendement à l'avant-plan. Il y a eu entre autres l'assassinat de Charlie Kirk puis la suspension de l'animateur Jimmy Kimmel de son émission de fin de soirée à la suite de pression de la part du président Trump. Mais bien avant tout ça, démocrates et républicains se pointaient déjà du doigt en affirmant que l'autre faisait de la censure, que ce soit dans le choix des livres sur les tablettes des bibliothèques ou encore sur les réseaux sociaux. La défense de ce principe sacro-saint qu'est la liberté d'expression est récurrente à chaque époque, peu importe qui est à la Maison-Blanche. Pourtant, on a l'impression qu'elle est menacée plus que jamais, peut-être en raison des attaques et poursuites envers les médias par l'administration actuelle, ou au contraire, est-ce que le tout est gonflé par les médias eux-mêmes? Et finalement, comme plusieurs débats sont exportés au Canada, est-ce que notre liberté d'expression est en santé? Yesterday, after threats from Trump's FCC chair, ABC yanked Kimmel off the air indefinitely. That is blatant censorship. This is the Trump administration coming after people who speak out against him. You can't go around firing somebody because you're fearful or trying to suck up to an authoritarian, criminal administration in the Oval Office. He had very bad ratings, and they should have fired him a long time ago. You can call that free speech or not. He was fired for lack of talent. The government threat to silence a comedian the president doesn't like is anti-American. Our leader celebrates Americans losing their livelihoods because he can't take a joke. I hate what Jimmy Kimmel said. I am thrilled that he was fired. And it might feel good right now to threaten Jimmy Kimmel, but when it is used to silence every conservative in America, we will regret it. I hate my opponent, and I don't want the best for them. I'm sorry. Ça, on appelle ça mettre la table. Ça part fort. Ça part fort. On vient d'entendre plusieurs extraits, dont Jimmy Kimmel, d'autres comédiens américains qui ont réagi lorsqu'il a été suspendu. On a entendu aussi, peut-être vous l'avez reconnu, Ted Cruz, sénateur du Texas, qui lui est du côté républicain, mais qui disait, attendez, là, on en reparlera, mais faire attention lorsqu'on parle de censure comme ça. Et bien sûr, Donald Trump qui réagissait à la suite du décès de Charlie Kirk. Mes invités, vous les avez peut-être entendus déjà pour ce deuxième épisode. Le premier est entre autres avocat, enseignant, chroniqueur à l'émission Signé Lévesque sur les ondes ici au 98.5 entre autres. Salut Frédéric Bérard. Salut Valérie Baudouin. Merci d'avoir accepté. C'est mon plaisir. Et le deuxième est bien connu du public québécois. Il est réalisateur, humoriste, comédien, scénariste. Il a piloté 9 éditions de l'émission la plus sacrée au Québec. Peut-être en direct de l'univers ou le bye-bye. Je ne sais pas qui est rendu numéro 1 là-dedans. Écoute. On pourrait en faire un débat, mais Simon-Olivier Pecteau, salut. Allô. Bonjour. Alors, merci à vous deux d'être là. Vous êtes, je pense, deux personnes qui n'ont pas la langue dans leur poche. Hein? Ben, écoute, malheureusement. T'es comme ça, toi? Ouais. J'espère, parce que si vous décidez aujourd'hui de l'arranger, ça va peut-être être un moins bon épisode. On aimerait ça quand même pouvoir discuter. Je disais dans mon introduction, le premier amendement, c'est sacro-saint aux États-Unis. La liberté d'expression, liberté de presse. C'est quelque chose qui est défendu depuis toujours, que ce soit le droit de manifester, le droit de s'exprimer. Même aux États-Unis, le discours haineux, pour les gens qui ne le savent pas, est protégé par la loi. Alors, on n'est peut-être pas dans la même situation que ce qu'on a ici. Je vais commencer avec une question philosophique, très large. Vous répondez comme vous voulez. Simon-Olivier, je vais commencer avec toi. On peut se tutoyer. Oui, super. On est en famille. C'est quoi pour toi la liberté d'expression? Juste la première chose qui te vient en tête. C'est-tu un cadre? Tu penses aux États-Unis? Tu penses au Canada? À quoi ça te fait penser? Moi, la façon que je la définis, c'est d'être capable de s'exprimer sans avoir des répercussions légales. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du monde qui ne sont pas contents de ce que tu dis, il peut y avoir du monde qui ne sont vraiment pas en accord, puis il peut y avoir des débats publics, mais tu ne perds pas ta job parce que tu dis quelque chose, puis tu ne te fais pas mettre en prison parce que tu as dit quelque chose qui ne plaisait pas, qui n'était pas dans l'air du temps. Donc pour moi, c'est ça la liberté d'expression. Frédéric? Peut-être un peu plus légaliste, là, quoi que ça ressemble pas mal à ce que tu as dit, mais la liberté d'expression protège le discours qui choque, le discours qui fâche. Mike Ward a besoin de la liberté d'expression. Ouais. Véronique Cloutier, c'est moins clair. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle dit habituellement? Ce qu'elle dit, c'est habituellement consensuel. Ward, c'est l'inverse. Peut-être que toi aussi, à un autre niveau. Ça fait en sorte que si tu n'es pas capable de comprendre ce qu'est la liberté d'expression, tu ne vis plus dans une société démocratique. Parce qu'il n'y a aucune société démocratique à travers le monde qui ne repose pas justement sur cette même liberté d'expression. Tu sais, je reprendrai les termes de Chomsky quand il disait,
La liberté d'expression, c'est protéger le discours que tu détestes. Autrement, tu n'as pas compris c'est quoi, essentiellement. Ouais, c'est de pouvoir avoir un dialogue puis d'écouter ou de pas avoir le choix d'écouter même si tu n'es pas d'accord avec ce que les gens vont dire. Tu peux avoir des manifestations, autant de Black Lives Matter que des manifestations de l'extrême droite aux États-Unis qui sont avec leur... C'est quoi, les Tiki Torch, justement... Tu as le droit de faire ça. Ça nous dérange, par contre. Hein? Oui, puis je peux me permettre, je vais mettre un petit bémol à ce que j'ai dit. Il n'y a aucun droit, il n'y a aucune liberté fondamentale qui n'est absolue. En tout cas, du moins au Canada. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus. Là. Par exemple, c'est ici, on a 319 du Code criminel qui empêche la propagande haineuse, qui empêche, par exemple, le discours nazifiant. C'est un compromis qui a été fait ici. La Cour suprême a déjà décidé, dans une décision qui extra, je ne vais pas entrer dans les technicalités, de dire, regarde, ça viole la liberté d'expression, oui, mais on considère qu'il y a une violation, c'est une violation qui peut être justifiée dans le cadre d'une société libre démocratique parce qu'on cherche un certain équilibre. Je suis d'accord avec ça. Alors que ce qui se passe aux États-Unis avec le KKK, ça commence à être beaucoup, un peu, peut-être. Simon-Olivier, toi, tu voyages souvent aux États-Unis. Tu reviens d'ailleurs de New York. Là, ta conjointe est américaine. Je me souviens, on s'est déjà vu sur des plateaux. Tu disais, bon, je vis à temps partiel à New York. Là, je pense que tu es un petit peu plus ici qu'avant. Depuis un an, oui, tout à fait. Mais est-ce que quand tu vois le climat actuel, est-ce que tu dis que la liberté d'expression est plus en danger? Est-ce que tu vois un changement, toi, par rapport aux dernières années? Bien, c'est drôle parce que les États-Unis... C'est comme leur marque de commerce, la liberté d'expression. C'est le pays. C'est ça qu'ils vendent. T'sais. Ils vendent, hey, tu peux être libre aux États-Unis. Puis tous les gens qui émigrent aux États-Unis s'attendent à être libres. Et puis chaque administration, à un certain moment donné ou l'autre, met de la pression pour que leur message passe plus que le message de l'opposant. Mais j'avoue que cette administration-ci, ils font des moves qui sont vraiment... inquiétant par rapport à la liberté d'expression. Tu sais, il y a des trucs qu'on entendait au départ, Jimmy Kimmel qui a perdu sa job pendant une semaine, puis des animateurs télé, mais il y a des trucs qui sont pas à la télé, qui sont arrivés, qui sont encore pires. Ben oui. Après Charlie Kirk, il y a un ex-policier qui a mis un meme sur Internet. Okay? Il a posté un meme. Le meme, c'était Donald Trump qui disait, je pense, qu'il faut s'habituer. C'est en fait quelque chose que Donald Trump avait dit une année avant, là, après une tuerie dans une école. Puis le policier, l'ex-policier, s'est fait mettre en prison aux États-Unis pendant 37 jours. Puis c'était pas un discours haineux. Ce qu'il dit n'était pas... Il faisait pas... Hey, soyons violents. C'est de la satire. C'était de la satire. Ben oui. Ça veut dire, quand c'est une tuerie dans une école, on se dit, habituez-vous. Exactement. Malheureusement, ça arrive. Puis là, habituez-vous à que des gens se fassent assassiner pour leurs idées. Exactement. Ouais. Alors, tu sais, c'était complètement approprié comme message, même si c'était très tendu. Puis il est allé en prison aux États-Unis. Ça arrive pas souvent. C'est comme nouveau là, dans le paysage. On n'est pas la Russie. On n'est pas la Russie. La Corée du Nord non plus. Non. Mais je te vois, Frédéric, te frotter le menton. 1000%. Mais il y a des choses comme ça, oui, que dire, hey, là, quand on souligne, tu sais, j'ai personne, moi, je suis pas d'accord à dire, il faut célébrer, puis dire, tu mets une vidéo, puis dire, yeah, quelqu'un est mort, là. En tout cas, ça, c'est ma perception à moi. Bien d'accord. Je suis contre ça. Est-ce que quelqu'un a le droit de le faire? Clairement, parce que c'est ce qui est arrivé. Là, après ça, est-ce qu'on va se mettre à faire la police, justement, me dire... Tu sais, il disait, les gens sur les réseaux sociaux, là, dénoncez vos collègues qui ont soit célébré la mort de Charlie Kirk ou qui ont été un peu comme indifférents ou qui n'ont pas dénoncé ça. Enlever aussi les visas pour les gens, les étrangers qui en parlaient. Là, ça devient un peu État policier et l'espèce d'autodénonciation là, par citoyen. Ben, ça, pour moi, c'est d'une évidence totale. Les États-Unis, je vais même aller plus loin, là, sont en train de sombrer tranquillement vers le fascisme. C'est clair, c'est net, c'est précis. Regardez la définition de fascisme, c'est quoi? C'est on réprime les libertés individuelles. L'État nage dans le parfait arbitraire. Tu sais pas ce que tu peux dire, tu sais pas ce que tu ne peux pas dire. On attaque les opposants politiques. On réprime la liberté de presse. On réprime la liberté académique. Je suis en train de vous dire pas mal ce qui se passe avec Trump depuis le mois de janvier. Hein. Le premier mandat de Trump, c'était pas trop mal. Non. C'était comme... c'était pas comme ça. C'était le test. C'était un petit warm-up. Je pense qu'ils ont été surpris d'être élus puis ils savaient pas trop quoi faire avec tout ça. Mais quand ils sont rentrés la dernière fois, oubliez pas, hein, c'est basé sur le projet 2025. Puis le projet 2025, ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais ça, c'est réel, le projet. C'est pas une conspiration, le projet 2025. Non, ça existe. Je sais que ça existe, quelques pages. Mais ça existe dans un extrême du parti.
Oui. C'est pas quelque chose qui est majoritaire, là, le projet. Non, mais les crinqués autour de Trump, tu sais, Stephen Miller, là, tu le laisserais pas tout seul avec ta famille. Là. Qui est un des conseillers de Donald Trump pour les gens qui le connaissent peut-être un peu moins. Stephen Miller, qui lui a ses positions sur l'immigration qui sont beaucoup plus près de l'extrême droite, qu'on va dire, que du centre droit. Mais pour le projet 2025, pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est la Heritage Foundation. Donc, c'est un think tank conservateur qui est là depuis plusieurs années, qui avait fait son guide sur quelle devrait être la présidence Donald Trump 2.0. Et on se souvient qu'en campagne électorale, il a dit non, je l'ai jamais lu, je sais pas c'est quoi, mais finalement, c'est pour fermer la parenthèse et engager des gens qui ont écrit des chapitres, dont son gars du CRTC, l'équivalent du CRTC des États-Unis, qui a écrit un chapitre sur la liberté d'expression et qui se disait contre la censure. Alors, l'ironie de la chose, c'est quand même que c'est lui qui a dit, on se souvient, après la blague de Jimmy Kimmel, on peut faire ça à la manière forte ou à la manière douce, en voulant dire qu'on pouvait peut-être retirer carrément la licence de ABC News. Alors, il y en a des dérives comme ça, parce que, là, je reviens un peu à notre point de tantôt quand on disait, là, tu parlais de fascisme, de dérive autoritaire. Quand tu commences à dire, ben ça, tu as le droit de le dire, ça, tu n'as pas le droit de le dire. À l'inverse, moi, je vois des gens qui célèbrent à chaque année, pas la mort de George Floyd en disant, ben c'est triste, il est décédé, George Floyd, on se souvient, qui a été tué par un policier. C'est de dire, ben on célèbre, par exemple, félicitations pour X années de sobriété. Ça aussi, tu mets ça à l'inverse avec Charlie Kirk, que tu célèbres là, pour le monde. Hey, on fait le party parce que le monde n'est plus avec Charlie Kirk. Ouais, non, c'est pas. D'un côté ou de l'autre, ça va pas. Non, mais non, mais c'est vrai, écoute, célébrer la violence en général, là, peu importe laquelle, là, je pense que c'est un mauvais réflexe. Là. Même si c'est tentant, parce que des fois, nos ennemis idéologiques, on les haït vraiment. Mais je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on sombre. C'est drôle, moi, j'avais pas tant peur quand Trump a été réélu. C'est-à-dire que, tu sais, politiquement, j'aurais pas voté pour lui si j'étais américain. Je suis pas républicain, mais je me dis, bon, ça va être un autre cirque pendant 4 ans, puis c'est ça, là, on est habitué, puis il y a des choses qu'on n'aimera pas, mais ce sera pas si pire que ça. Mais ça va tellement plus loin que personne n'aurait pu imaginer. Bien sûr. Moi, je vais faire mon fin finaux, là, mais je l'avais un petit peu écrit. J'aime que tu le chuchotes. Non, mais c'est toujours un peu délicat là, de dire que vous l'avez dit, là, mais quand même un petit peu ça. Là. Je l'avais dit, c'est drôle, au podcast de Denis Lévesque, quand il est parti son podcast. Bon, tu es dans tout. 9 millions avant qu'il soit ici. Et j'avais dit, je vous garantis, vous pouvez aller voir, janvier ou février dernier, j'ai dit, Trump est un facho qui va traîner les États-Unis vers le fascisme basé sur le projet 2025. Bon. Puis, c'est ça qui est en train d'arriver essentiellement. Puis pourquoi je disais ça? Bien, c'est parce que c'était clair que cette fois-ci, il n'allait pas se faire prendre au jeu une deuxième fois. Et juste la création du ICE, la mise en place du ICE, c'est fou. Là. ICE qui est la police qui gère l'expulsion. Mais c'est absolument sidérant. Tu sais, l'affaire de Charlie Kirk, là, les exemples que vous avez donnés sont excellents. Qu'est-ce qu'il a fait, J.D. Vance? Il est allé inciter les gens à créer une liste de dissidents. En ceux qui auront célébré la mort de Kirk, on les barre, incluant les profs d'université. Il y a des profs qui ont perdu leur job. Et là, c'est parce qu'attends une minute, là, faire l'apologie de la mort de quelqu'un, il n'y a pas grand-chose de plus cave que ça. On s'entend bien, OK? Même si c'est légal, ça reste que c'est cave. Mais ces profs-là n'avaient pas fait l'apologie de la mort de Kirk, avaient critiqué, par exemple, ses propos, ils avaient rentré dedans, puis il y avait, tu parlais là, tout à l'heure là, du... c'était quoi donc? Le fait que Trump avait déjà dit, ben ça fait partie de la game. Mais tu sais, Kirk est allé plus loin que ça, il a dit, ben oui, des tueries, c'est plate, mais ça nous permet de ci et de ça. Bon, il y en a qui ont spiné ça par la suite. Incroyable par rapport à sa mort. C'est absurde. Tu sais, juste même ici au Québec, j'imagine qu'on y reviendra peut-être. Mais tu dis, moi, je l'avais dit clairement, on ne peut pas en démocratie célébrer la mort de quelqu'un. On ne peut pas faire ça. C'est impossible. C'est immoral. Bref. Mais... Surtout quand tu respectes le principe de liberté d'expression. Tu n'es pas d'accord avec ce que la personne dit. Puis là, je n'ai pas le choix Exact. Puis là, j'ai pas le choix de mettre un mais, parce qu'il y a quand même un mais. Vous allez quand même pas m'empêcher de dire que le discours de Kirk est un discours qui aurait probablement pourrait pas avoir lieu peut-être au Canada compte tenu de 319 et de la propagande haineuse. Alors moi, c'est ce que j'avais dit dans certaines chroniques et te dire comme je me suis fait rentrer dedans parce que J.D. Vance avait créé ce buzz-là en disant dénoncer, tu sais, mais la dénonciation, mais basée sur quoi? On n'a plus le droit de dire que quelqu'un émet essentiellement de la propagande haineuse? Écoute, je sais pas, c'est un drôle de moment. J'ai comme toutes sortes d'idées par rapport à ça. Quand c'est arrivé, est-ce que vous... Parce que là, on vient de parler de toi, Frédéric, mais toi, Simon-Olivier, bon, des fois, tu as écrit des choses, après ça, peut-être regretté, t'es retiré. Est-ce que là, pour Charlie Kirk, tu t'es dit,
T'as-tu réfléchi avant de réagir? Est-ce qu'il y a comme un côté de toi qui s'est dit, il faut que je fasse attention à ce que je dis ou spontanément? Moi, jamais j'aurais célébré la mort de quelqu'un, peu importe. Là. Oh oui. Fait que ça m'est pas passé par la tête. Ouais. Puis Charlie Kirk, autant que je suis pas d'accord avec 80 90 de ce qu'il disait, parce que des fois, n'importe qui, tu as une horloge a raison 2 fois par jour. Une horloge brisée a raison, c'est ça. Mais dans le sens que tu sais, je suis pas quelqu'un que j'endossais particulièrement, mais moi, je fais partie de ceux qui trouvent ça important qu'il y ait des voix fortes des deux côtés et puis que ces voix-là ne soient pas censurées, tout simplement. Oui. Alors, tu sais, récemment, tout le monde en parle, tu sais, Mathieu Bock-Côté, ça a fait vraiment jaser, puis ça a fâché beaucoup de gens, puis il y avait un gros débat. En même temps, il y a beaucoup de gens qui étaient contents. Tu sais, gros débat. Je trouve ça sain qu'il y ait ce débat-là, que le débat existe. On peut, tu sais, moi, plein d'affaires qui a dit que je suis pas d'accord, mais je trouve ça sain qui a la chance de s'exprimer. C'est parce que sinon, on est dans comme des chambres d'écho aussi. Oui. Je veux dire, ça, on l'est un peu malgré nous, là, avec, on pourrait parler de l'algorithme des réseaux sociaux, tout ça, mais on reste quand même dans une chambre d'écho, dans le sens que si, je sais pas, moi, je suis pas d'accord, par exemple, avec Mathieu Bock-Côté ou avec Frédéric Bérard ou peu importe, bien, ce que je vais voir sur mes réseaux sociaux, les gens peut-être avec qui je vais discuter, ça va rester dans cette chambre d'écho-là. Alors, des fois, c'est correct d'être confronté à des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. L'important, c'est pas juste de boire les paroles de la personne, peu importe de quel côté, je pense, du spectre qu'elle se trouve, puis de se questionner. Mais je pense que c'est ça. Puis je pense qu'on est tous dans nos... comment on appelle ça? Nos petits... nos chambres à écho. Ouais. On est tous dans nos chambres à écho. Puis c'est pour ça que on dirait que c'est important d'être confronté avec des points de vue opposés. C'est sûr que si... Justement, c'est quoi la nuance entre un discours de haine et un discours passionné, puis est importante, je pense. Puis je pense qu'au Canada, c'est correct qu'on protège contre les discours de haine. C'est vraiment important ce que tu dis là. Moi, je dis toujours à mes étudiants, la liberté d'expression est le concept que je trouve le plus complexe en droit constitutionnel, parce que la ligne est où? Vraiment pas évident. Là. C'est vraiment pas clair. La ligne, ça peut pas être juste qu'est-ce qui te dérange, toi. Non, parce que sinon, on vient à ce que disait Chomsky, puis ça n'a aucun sens. Mais en même temps, on considère au Canada qu'il y a quand même une certaine ligne. T'sais, par exemple, je fais l'apologie du nazisme, mais non, ça passera pas la rampe, puis c'est bien correct comme ça. Mais ça va passer aux États-Unis, Aux États-Unis, oui. Puis juste pour revenir sur l'affaire de Bock-Côté, moi, tu vois, je suis d'accord avec toi là-dessus. Tu peux pas censurer ce gars-là. Par contre, faut que tu sois capable d'y opposer des gens qui sont capables d'y tenir tête un peu. Puis c'est là que tout le monde en parle, c'est planté solidement. Tu sais, je veux pas être méchant, là, mais c'était 3 humoristes sur le plateau qui sont pas versés dans la politique, mais pas du tout. Puis, tu sais, Bock-Côté, là, il est sur CNews, ce qui est une chaîne d'extrême droite en France, là, on va se le dire, qui passe ses journées sur un plateau de télé avec sa rhétorique. Fait que là, le gars, il est surentraîné, c'est stéroïdes. Puis là, il y a un gars qui commence à faire son jogging, qui le voit arriver, mais c'est sûr qu'il se fait ramasser. Là. Mais c'est ça, puis tout à fait. Ça prenait des gens équipés autour de la table pour pouvoir débattre. Puis c'est ça qui tu sais, je pense que personne ne l'a vu venir, celle-là. J'imagine, tout le monde en parle. Ils se sont pas dit que ça va devenir le débat de l'année. Là. Oui. Mais c'est ça que c'est devenu quand même. Sauf que je pense, tu sais, puis je sais qu'il y a bien des gens qui sont pas d'accord, mais je trouve ça important que ces débats-là existent. Ah oui, absolument. Existent. Même si je suis en désaccord avec... Tu sais, par exemple, en Belgique, là, Bock-Côté peut pas, par exemple, être invité à la radio ou à la télé parce qu'il est considéré comme un ambassadeur d'extrême droite. Et la Belgique, Belgique prohibe le discours haineux sur ses ondes. Tu n'as pas le droit que ce soit dans les journaux ou autres. D'ailleurs, il a réussi à aller faire une conférence dans, je ne sais pas où, là, un député d'extrême droite en Belgique. Il l'a invité. Écoute, l'événement est annulé genre 8 fois. Je pense qu'ils ont fait ça dans un semi-sous-sol quasiment. Ça commence à être beaucoup, là. On s'entend bien. Mais ça pour dire que c'est pas tous les États libéraux qui gèrent la liberté d'expression de la même façon. Permettez-moi de prêcher pour ma paroisse, mais on a un excellent épisode sur l'extrême droite la saison dernière avec David Morin. Puis d'ailleurs, on aborde Mathieu Bock-Côté, entre autres. Alors, je vous invite à l'écouter. Mathieu Bock-Côté, il est considéré extrême droite? Il est considéré quoi? En Europe, oui. En Europe, oui. Je vais laisser le punch au balado pour expliquer les différentes raisons, mais David Morin considère que oui, il y a des idées, il y a de l'extrême droite au Québec. Okay. Il peut en véhiculer. Là, de mémoire, là, parce que je veux pas non plus défaire les paroles, mais d'ailleurs, dans cet épisode-là,
David Morin, qui est un professeur spécialisé là-dedans. Il disait que tous les critères, Donald Trump est aussi un président d'extrême droite. oui. Alors, tu sais, c'est quand même un peu comme tu as dit tout à l'heure avec le fascisme, ça nous fait réagir des propos comme ça. Mais bref, je pense que c'est correct aussi d'avoir des spécialistes qui nous expliquent pourquoi. C'est pas juste sortir ça d'une carte de notre chapeau, dire ah oui, c'est un fasciste, ah oui, c'est un ci, un ça. Là. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Frédéric, je veux revenir sur quelque chose avant qu'on retourne aux États-Unis. Parce que tu as dit, j'ai parlé de Charlie Kirk, j'ai dit qu'il y avait des propos d'extrême droite qui dérangeaient, tout ça. Et c'est pas juste que tu as eu des tonnes de messages. Là. Moi, j'ai les captures d'écran ici, puis on s'en est déjà parlé, là, parce que moi, je reçois des messages, mais je pense que toi, c'est un niveau supérieur. Tu t'es fait traiter de terroriste, de parasite. On a dit comment qu'on allait te torturer, te tuer. Regarde, je veux même pas tous les lire pour donner de l'importance à ces gens-là. Là. Écoute, c'est drôle parce que le premier message que j'ai reçu, on était ensemble au débatteur. J'étais sur la chaise de maquillage. Puis là, je commence à lire ça. Je dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et là, wow! Et j'ai reçu 4, en fait, beaucoup plus que 4, mais 4 messages ciblés potentiellement de la même personne ou du même groupe. Ouais. Puis au début, tu sais, le premier paragraphe, ça a l'air juste de quelqu'un qui taillit. Là, je veux dire, on est rendu un peu habitué. Toi aussi, tu dois en recevoir des gens qui t'aiment pas. Là. Oui, au cours des années, là, c'est sûr. Là, puis c'est ça. Puis là, je dis ça, bon, OK, premier, je ne vire pas trop fou avec ça. Le deuxième, là, par exemple, là, je commence à trouver ça moins drôle parce qu'il y a comme une espèce de build-up. Ouais. Et à un moment donné, je vais voir le SPVM. Puis là, je sais très bien d'où ça vient. Il faut mettre le truc en contexte, si tu me permets. Oui. C'est que la journée même où J.D. Vance a dit « faut faire congédier les profs qui ont fait l'apologie de Kirk », Trump, la journée ou le lendemain, je me souviens plus, a classé les Antifas sur la liste des organisations terroristes aux États-Unis. Mais c'est pas ces Antifas, tu sais, ça n'existe pas. Là. Ça n'a pas un président, un vice-président. C'est justement le but d'Antifa, c'est qu'il n'y a pas de groupe organisé. Puis ils disent c'est nébuleux, c'est pas pour rien. C'est n'importe qui pourrait l'être ou pas l'être. Bref. Et on en a un sacré fasciste au Québec qui s'appelle Alexandre Cormier-Denis. C'est un suprémaciste blanc, puis il s'en cache pas du tout. Tu sais, les Noirs, on expulse ça dans leur pays de M, puis ça finit là. Il se casse même pas la tête avec ça. Et il a été banni de YouTube, là, tellement que c'est rock'n'roll. On a une idée, mais il est encore sur X. On se demande pourquoi. On y reviendra sur les réseaux cette journée-là ou le lendemain, il met ma photo avec 3 autres profs d'université. Puis il dit, voici Bérard, l'Antifa, qui enseigne les tactiques violentes à ses étudiants depuis une vingtaine d'années. Hein? Puis là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, puis je le suis pas. Puis quoi? Moi, j'enseigne la violence à mes étudiants. J'enseigne à la fac de droit de l'Université de Montréal, à Outremont. Là. Je pense que si j'avais enseigné la violence une demi-fois, je me serais fait botter le cul jusque dans la stratosphère. Là, on s'entend dessus. Mais qu'est-ce que c'est ça? Et là, il met l'adresse courriel du recteur, son numéro de téléphone. Bref, il appelle sa gang à faire des pressions sur l'Université de Montréal pour me faire congédier. Un peu comme on voyait aux États-Unis. Absolument, c'était le même pattern, la même affaire. Il reprit justement le discours, les antifas, les nébuleux, patati patata. Puis bon, j'étais habitué de me faire écœurer, là, mais là j'en ai snappé un. C'était un jeudi soir, j'étais rendu à mon 2e Bourgogne. Là, j'ai dit, là, ça commence à avoir faire. Là, je me suis appelé des chums, j'ai dit, lui, là, il est out. Fait que là, une petite procédure qui va être déposée en temps et lieu. Oh wow. Et là, ça reste comme ça, mais je suis vraiment fâché. J'ai dit, je le poursuis parce que là, c'est du doxing. Très clairement. Tu faire perdre la job de quelqu'un, il y a une intention. Bon, bref et tout. En tout cas, 2, 3, 4 jours après, je me rappelle plus, c'est là que je commence à recevoir les menaces de mort. 1 fois, 2 fois. Il y en a une là-dedans qui dit, Bérard, on sait que tu as parlé au SPVM. On va te faire jouer l'enregistrement le jour où on va te brûler. Puis là, je dis, OK, on commence à être beaucoup. Et chez moi, donc, ça, c'est après à la 3e, je sors de la douche un vendredi soir. J'avais parlé au SPVM, en effet. Là, il y a un 3e message qui dit « On t'a donné jusqu'à demain soir pour te suicider. Si t'es un homme, tu ne tiendras pas proche de ta famille et de tes amis. » Puis moi, je travaillais au 98.5, c'est encore le cas, là, je pense, un samedi matin. Oui. Et là, après le balado, ça dépend. Après le balado, oui, c'est ça, j'étais en train d'évaluer. Et j'ai pris un Uber pour me faire conduire jusqu'ici parce que je ne voulais pas me promener en char, attendre aux lumières. Puis tu sors de chez toi, là, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Y a-tu quelqu'un qui me regarde? Là, tu ne veux pas trop devenir paranoïaque. Puis chez moi, c'était à Hochelaga. Évidemment, je ne donnerai pas la rue, mais c'est un loft. Et donc, il y a des grandes fenêtres. C'est un vieux truc industriel classique. Là, fait que là, cette journée-là, pendant 2 jours, samedi, dimanche, je me promenais, je longeais les murs de briques. Parce que de l'autre côté, il y a un building. Je me dis, quelqu'un... Puis là, je sais qu'il y a peut-être 0,01% de chance que ça arrive. Mais tu veux juste pas être ce gars-là.
Et après le 3e message, le samedi soir, ma blonde va promener les chiens parce que moi, on s'était dit, bien, on ne sortirait pas, c'est pas une bonne idée. Il y a un gars qui l'attend puis qui la prend en photo à la sortie de mon building. Ouais. Là, j'ai fait, OK, là, ça va faire. Fait que là, on est allé se cacher. On a appelé le 911. Ils sont venus. Ça, c'était même la veille, le 911. Après ça, on est allé se cacher dans le bois. Moi, je suis allé au baseball à Toronto. Je me dis, si tu veux me ramasser, je suis en arrière du marbre. Viens me chercher. Ça n'a pas été le fun. Ça a été un mois très rock'n'roll. On a reçu une 4e après. Puis là, ils ont déposé. En fait, ils ont envoyé le dossier au DPCP pour accusation. On va attendre de voir ce qui se passe avec ça. Mon Dieu. C'est terrible. Tout ça pour dire que, je tiens à le préciser, pour aller chercher mes écrits là-dessus, j'ai dénoncé la mort de Kirk. C'est pas que j'ai rien dit, je l'ai dénoncé. Ouais. J'ai dit, en démocratie, on ne se tire pas dessus, point final. Et en théorie, je pense pas que tu l'aurais célébré, mais en même temps, si tu te dis, hey, moi, ça me fait pas un pli qu'il soit mort aujourd'hui. J'ai jamais dit Est-ce que, peu importe qui dit ça, tu peux le dénoncer, tu peux perdre une chronique ou je sais pas trop quoi, mais... Est-ce que tu t'en vas jusqu'à prendre en photo la blonde du gars que tu veux torturer, entre guillemets, et menacer? Grave. Écoute, c'est un climat de... Puis là, j'ai manqué les débatteurs pendant 2-3 semaines. J'étais caché dans le bois. Ma blonde est obligée de demander une autorisation à son employeur, je ne dirais pas qui, là, pour justement faire du télétravail pendant 2-3 semaines. Puis là, c'est parce que tu peux même plus te promener dans la rue sans venir un peu parano. Puis là, tout ça pour dire, c'est parce que je suis pas aux États-Unis, moi. Non. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Là? Charlie Kirk, là, je ne savais pas trop c'était qui, moi, là, avant l'attentat. J'avais une idée, là, mais je m'en fous. Mais j'ai pas fait de Charlie Kirk ma tête de turc. Puis même si j'avais fait Charlie Kirk ma tête de turc, ça mérite évidemment pas des menaces de mort. Mais ça pour dire, c'est l'infiltration. C'est le climat. C'est le climat. Puis il n'y a pas une frontière. Le web, il n'y a pas une frontière. Exact. Ou les nouvelles, la frontière entre les États-Unis et le Canada, il n'y a pas un mur, justement, pour prendre cette expression-là, qui empêche l'information de filtrer, là, de dire... Non, c'est direct. Je veux dire, on en parle ici. La preuve, c'est qu'ici, tout le monde avait une opinion sur Charlie Kirk quand 90% ne savaient même pas c'était qui. Là. Je veux dire, sans être... je ne veux pas faire la fille sur ses grands chevaux, mais c'est quand même ça qui est arrivé. Bon, d'un autre côté, là, puis là, je te souhaite pas d'avoir une histoire du tout comme celle qu'on vient d'entendre de Frédéric. C'est pas le parallèle que je veux faire, mais toi, tu viens d'un autre milieu. C'est pas le milieu académique. Non. Tu vas pas nécessairement dans des balados ou écrire des trucs qui vont être controversés. Ouais. Par contre, tu pilotais, je disais tantôt, l'émission Sacrée, l'émission où mon oncle, ma tante, le petit frère, la petite sœur, tout le monde a son opinion. Là, on s'entend après avoir écouté l'émission. Comment tu gérais ça, toi, la critique? Est-ce qu'il y avait des gens qui, quand une blague passait pas, faisaient aussi des pressions pour que tu quittes ton poste? Comment ça se passait? Parce que clairement, il y en a eu à travers les années. Là. Ça peut pas être un score parfait où il n'y a pas de blague que tu dis, on est peut-être allé un peu trop loin, ou peut-être tu n'as pas de regrets aussi. Là. Écoute, j'ai pas tant... Par rapport au bye-bye, j'ai pas tant de je vais toucher du bois parce qu'on a eu vraiment des bonnes années. Il y a eu des années de COVID, puis le bye-bye, forcément, a fait des blagues, mettons, sur les conspirationnistes. Fait qu'il y a eu des gens qui étaient fâchés. J'ai reçu des messages comme quoi je vais me faire péter à la gueule à un moment donné, ou attends que le confinement cesse, etc. Ouais. Mais c'était quand même, tu sais, c'était quand même mineur. Il y a plus du monde qui, comme le hockey, sont extrêmement critiques, mais pas au point d'avoir des menaces. D'avoir des menaces puis d'être violent en général. Mais beaucoup de gens fâchés, ça, oui. Ça, il y en a eu énormément. Est-ce que ça m'affectait? Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, ça t'affecte. Ouais. Mais pour un truc comme le bye-bye, tu n'as pas le choix. Tu y vas au pourcentage. Tu sais, comme 8 messages sur 10 sont contents. C'est une réussite. Et combien de gens contents à la maison ne vont pas écrire? Tu sais, je veux dire, moi, si j'ai l'émission du bye-bye, c'est plate, mais on n'envoie pas de messages. On devrait le faire, là, mais on n'envoie pas de commentaires positifs qu'on aime ça, bien souvent. Bien, moi, c'est ça l'affaire. C'est que autant que j'ai reçu des milliers et des milliers et des milliers de messages en 10 ans, là, comme un nombre hallucinant de messages, de monde content et de monde pas content, mais surtout content, mais on se rappelle plus de ceux qui sont pas contents. C'est sûr. Jamais, quand je suis sorti dehors, j'étais allé à l'épicerie, j'ai marché dans la rue, j'étais allé d'un party, personne m'a jamais dit quelque chose de négatif comme je reçois sur Internet. Fait que forcément, il y a un clivage entre Internet et la réalité. Puis on a tendance à l'oublier. On a tendance à lire ce qui se passe sur Internet puis se dire « Oh mon Dieu, c'est ça la réalité. » Non, c'est pas ça la réalité. Dans la réalité, les gens parlent avec beaucoup plus d'empathie. Dans la réalité, tu regardes les gens dans les yeux, tu
il y a une espèce de sympathie, il y a une compréhension de l'être humain que tu n'as pas sur les réseaux sociaux. Puis c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi c'est aussi violent, les réseaux sociaux. Ouais. Tu sais, le monde se sac de tout, ils te traitent comme de la merde, ils disent des affaires que jamais dans 100 ans, ils te diraient dans la vraie vie. Fait que c'est comme faut en prendre et en laisser aussi sur les réseaux sociaux. Là. Est-ce que tu sentais que il y avait des lignes que tu ne pouvais pas franchir? Tu sais, là, parce que là, on parle de liberté d'expression. Aux États-Unis, tu sais, Jimmy Kimmel, est-ce que là, avec sa blague, puis on pourra l'écouter, je vais la faire écouter par la suite pour qu'on puisse se remémorer tout ça, mais est-ce qu'il y a des choses où là, tu te dis, ouais, je peux pas aller là, soit parce que ton équipe te l'a dit, tu sais que, ou c'est juste toi qui te mets les limites, que tu dis non, ça, c'est une blague qui passera pas. Je comprends-tu un peu ma question? Écoute, une année, c'est drôle, une année qu'on a fait un sketch sur Legault qui avait dit qu'on pouvait faire la déportation humanitaire, OK? Et puis, on a fait un sketch là-dessus. On a fait un sketch sur des gens, je vais vous conter ce qui sera jamais en ondes, puis on a choisi de ne pas le mettre en ondes. Mais le sketch, c'était des immigrants qui arrivaient à l'aéroport, puis Legault les accueillait, puis il faisait un beau speech, venez vous en, puis là, il les amenait d'une place, il y a des muffins, vous allez voir, c'est super le fun. Puis là, c'est comme, entrez ici. Puis on se rendait pas compte que cette maison-là, ça donnait dans un pick-up, comme une van. Puis il fermait la van, puis là, ils les amenaient en Ontario. OK, comme justement les transferts de migrants. Oui, puis, mais tu sais, c'était comme l'immigration, la déportation humanitaire. Il y avait des muffins quand même. Il y avait des muffins, puis il était bien gentil. C'était humanitaire. Oui. Puis là, il disait, voyez, c'est possible de faire la déportation. Oui. On l'a montré en focus group. 99% du monde ont détesté le sketch. C'était vraiment inconfortable. Ma blonde, qui est immigrante, son amie qui était venue, qui est immigrante aussi, ont adoré le sketch. C'était leur sketch préféré et de loin. En tout cas, de la façon que tu le décris, ça me semble, ça me semble assez bien fait. Oui, écoute, c'était pas un mauvais sketch, mais je pense pas que le public aurait été prêt à ça. Je pense à l'accueillir. À l'accueillir. Je pense que ça aurait été... Si on se fait... On a eu 2 focus group, puis c'était à 99%. Mais notre focus group, c'était qui? C'était pas nécessairement des immigrants dans notre focus group. Mais j'ai l'impression, puis ça, c'est peut-être juste... Moi, je pense qu'il y a plusieurs immigrants qui auraient été contents de voir ce sketch-là. Moi, je pense que oui. Mais tu vois, là, maintenant, on a décidé de ne pas le mettre en ondes. On se dit, regarde, hey, c'est trop... Fait que c'est pas de la censure, mais tu t'es quand même fié à, justement, ce qui dérangeait, puis tu as choisi de le retirer. Bien, j'ai choisi parce que la réponse était comme pratiquement presque unanime, à part ma blonde, mais là, c'est ma blonde, fait que je peux pas me fier à elle. C'est juste parce qu'elle m'aime puis qu'elle me trouve drôle. C'est ça. Puis son ami. Oui, c'est ça. Mais eux qui autres... veut que tu ouvres une bonne bouteille de vin quand tu rentres à la maison. Fait qu'on va dire, hey, c'est bon ce que tu as fait. C'est là-dessus, là, sur la liberté d'expression, ce genre genre, moi, ça, c'est mon genre d'humour à 1,000,000%, là. Créer des malaises. Ouais. Ça vaut quelque chose socialement. Là. Puis je te dis pas que tu vas regretter mais tu sais, tu veux créer ça. Tu sais, RBO était quand même assez fantastique là-dedans aussi. Là. Puis évidemment que parfois ça déborde, puis c'était une autre époque, puis c'était pas mal plus simple qu'aujourd'hui. Là. On s'entend bien, mais je pense qu'on a perdu un peu, puis je m'inclus là-dedans, on a perdu un peu cette espèce de carapace face au malaise. Hein, on devient un peu plus mou. Hein, on va éviter la chicane, la controverse. Je parle pas de toi, là. Non, mais je suis pas en désaccord. Je suis pas en désaccord. On dirait que souvent, les commentaires que j'avais du bye-bye, c'est « Hey, ça va pas assez loin. Hey, ça devrait être plus chien. » Puis aussitôt qu'on faisait une joke un peu chienne, la marde pogne. Fait que c'est comme, vous dites que vous voulez ça, mais dans les faits... Quelque chose de malaisant, mais pas ça. Pas ça. Ouais, autre chose. OK, d'abord. J'ai rien d'autre pour tout de suite. Non, exactement. Fait que j'ai l'impression que les gens disent ce qu'ils veulent, mais ils veulent pas vraiment. Je veux qu'on revienne un peu aux États-Unis, parce que sinon, le balado, ça s'appellerait pas Miss America quand même, mais parce que Jimmy Kimmel, la fameuse blague, là, je remets les choses dans le contexte. On est en septembre. Charlie Kirk a été assassiné devant les yeux de la planète entière. Moi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux parce que je suis les mêmes comptes en raison de mon travail et tout ça. Tout le monde est choqué. La reprise politique, comme après n'importe quel événement, ça se fait en 2 secondes. Hein? Ah, c'est de la faute c'est telle personne qui a payé pour ça. Puis là, c'est des deux côtés. Hein? C'est Trump qui a payé pour l'assassiner, pour faire une révolte. Sinon, c'est l'autre barre, c'est la gauche qui sont en train d'infiltrer tous les groupes et qui vont tuer tout le monde de la droite.
On est dans ce climat-là. On n'a pas encore d'informations sur le tireur qui a été arrêté depuis, puis là, on a eu des détails plus tard. Et Jimmy Kimmel, qui est un animateur d'une émission de fin de soirée très bien connue aux États-Unis. On n'a peut-être pas, on en reparlera peut-être là, si on a le temps, mais la culture d'émissions de fin de soirée puis de blagues comme ça, on a moins ça ici au Québec. Mais aux États-Unis, c'est populaire. Et là, il avait dénoncé, il faut le dire, sur les réseaux sociaux, la mort de Charlie Kirk. Il avait envoyé ses sympathies à sa femme, à ses proches. Mais il a fait une blague en disant que finalement, le président, il était pas trop triste de la chose. Là, je ne mettrai pas ce bout-là, mais où il dit, il a parlé plutôt des rénovations à la Maison-Blanche lorsqu'on lui a demandé comment il se sentait. Et il a aussi dit que, dans le fond, la droite devrait peut-être se regarder dans le miroir. On écoute un extrait. We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. In between the finger-pointing, there was grieving. On Friday, the White House flew the flags at half-staff, which got some criticism. But on a human level, you can see how hard the president is taking this. Donc là, à la fin, c'était l'extrait que je vous disais, le président qui dit « Oui, merci pour votre question, mais regardez donc mes rénovations à la East Wing de la Maison-Blanche. » Donc là, si je traduis juste l'essence de la chose, c'était bien sûr sur les ondes d'ABC News lors de l'émission de Jimmy Kimmel en septembre dernier. Il dit « La droite fait tout pour pas se regarder dans le miroir. Puis là, c'est le jeu du finger-pointing, de pointer du doigt les autres. Mais finalement, c'est peut-être un des leurs. Là, c'est ça qu'il laisse sous-entendre. Finalement, c'était pas ça. » Alors là, ce qu'il a dit, s'il dit « C'est peut-être un des vôtres », ça, c'est faux. Ça a été démontré par la suite, mais à ce moment-là, tout le monde pointait tout le monde du doigt. Votre première réaction quand vous vous avez entendu la blague, vous venez de la réentendre, c'est quoi? C'est juste mauvais? Ça mérite-tu juste d'être critiqué? J'imagine que vous allez peut-être pas me dire ça mérite d'être mis à la porte. Je veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais j'ai l'impression que ça va être votre opinion. Mais Simon Olivier, toi qui justement, pas juste fait les bye-bye, t'as joué dans tellement de choses aussi, t'as écrit des textes. C'est quoi ta réaction que t'as eue à ce moment-là? Moi, je pense que autant que c'est tentant de faire des jokes le lendemain d'un drame comme ça, je pense que, puis avec expérience, parce que je me suis moi-même des fois mis dans la merde pour des mauvaises blagues que j'ai faites au mauvais moment, mais je pense que ça aiderait tout le monde si à droite et à gauche, on arrêtait de se servir de chaque événement comme pion politique. Puis je pense que d'essayer de donner un coup de poing politique à chaque truc qui arrive, ça fait qu'on a de la misère à s'exprimer ou à croire qui que ce soit par la suite. Est-ce qu'on alimente un peu la polarisation, justement? Je pense que oui. Je pense que ça polarise davantage. Autant que j'aime Jimmy Kimmel, je pense pas qu'il aurait dû perdre sa job pour ça, mais je pense pas que c'est un super bon coup qu'il a fait ce soir-là. Je pense pas que c'était la bonne chose à faire aussi rapidement, même si j'aimais pas Charlie Kirk, même si j'étais en désaccord, même si tout ça. On dirait qu'on a juste hâte de faire des coups. Je te pointe tout, je te pointe tout, je te pointe tout. Puis personne prend le temps de respirer, puis l'humanité se perd comme complètement. Vraiment intéressant ce que tu viens de dire là. Honnêtement, je l'avais pas vu sous cet angle-là. Écoute, moi, je trouve pas que c'est une joke tant que ça. Là. Je pense que c'est plus un coup de gueule. Parce que, je pense pas qu'on a ri non plus. Un éditorial. Là. Plus un éditorial. Est-ce que c'est faux? C'est pas clair non plus. Et la question, même si c'était faux, vu que c'est un coup de gueule, mais faux dans le sens que, c'est quand même son opinion, c'est protégé par la liberté d'expression. À plus forte raison, parce qu'il s'agit d'un humoriste dans un show d'humour. Faut pas oublier ça. Et moi, j'ai été catastrophé par la conséquence de ce coup de gueule-là. Que ce gars-là perde sa job, que ce soit une semaine, que ce soit un mois ou que ce soit 5 secondes, ça démontre à quel point la liberté d'expression a sacré de camp aux États-Unis et la mainmise de la Maison-Blanche sur certains médias, dans ce cas-ci, un réseau de télé. Là. Ils voulaient faire plaisir à Trump. C'est ça la réalité. Pourquoi? Parce qu'ils sont menacés. C'est la même chose pour certains médias. Le Washington Post qui refuse de faire son éditorial classique en novembre. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir Trump à dos. Alors, qu'est-ce qui arrive quand le quatrième pouvoir mange dans la main du pouvoir exécutif? C'est parce que ça n'existe plus. T'as plus de contrepoids, essentiellement. Je me souviens quand j'ai parlé de ça justement dans mes chroniques, puis j'essayais de mettre les choses un peu en perspective. Puis les gens me disaient, ouais, mais Tucker Carlson, ouais, mais telle autre personne qui a perdu sa job, Tucker Carlson qui avait perdu son emploi à Fox News, qui était une des têtes d'affiche. Mais pour d'autres raisons, mais là. C'est ça. Là, Tucker Carlson, c'est une autre affaire. Là. Mais je le sais que les gens qui nous écoutent, qui sont pas peut-être d'accord avec ce qui vient d'être dit, vont dire, oui, mais il y a aussi eu Tucker Carlson. Tucker Carlson, c'est une décision de Fox News dans le cadre après d'une poursuite de
plusieurs milliards de dollars de Dominion pour avoir dit de la fausse information sur l'élection de 2020. Et il n'y a pas eu, j'ai jamais vu ça passer, s'il y a eu des pressions en coulisses, on l'a pas vu, mais il n'y a pas eu un tweet ou un X ou un je ne sais trop quoi de Joe Biden, par exemple, qui disait Tucker Carlson devrait perdre sa job. Exact. Et il n'y a pas eu l'équivalent du président du CRTC, si on met ça avec la lunette canadienne, qui a dit, comme c'était dans le cas de Jimmy Kimmel, s'ils ne veulent pas perdre leur licence, on peut faire ça à la manière douce ou à la manière forte, comme justement dans un épisode, ou comme pas dans un épisode, mais comme dans The Godfather, où je ne sais trop. Là. Même Ted Cruz, j'en parlais tout à l'heure, il l'a dénoncé en disant, ouais, ça va la mafia là, de commencer à faire des menaces comme ça. Donc, je voulais prendre une petite seconde quand même pour remettre ça en perspective, parce que juste de dire, ouais, mais ABC a pris une décision d'affaires. Fine. ABC a pris une décision d'affaires. Puis on pourrait le dire pour Stephen Colbert, qui lui aussi ne reviendra pas son émission, qui est un animateur de fin de soirée. Là, je trouve que la ligne, même si Trump a fait quand même des pressions, on dit qu'il ne l'aime pas, a fait des poursuites avec différents médias. Je ne sais pas pour vous, mais c'est pas pour moi aussi une ligne aussi claire, nette et précise. Complètement. Tu disais Colbert versus Kimmel? Oui, je te sais d'accord. Colbert, je pense pas qu'il y avait les meilleurs codes d'écoute non plus. Puis peut-être que ça vient de la pression, puis ils ont pris cette décision-là, mais on n'a pas, c'est pas une preuve, genre, allô, je suis dans un balado, je suis le président du CRTC, puis je vous dis manière forte ou manière douce. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il y a de l'intimidation de la part d'un président et sa gang. Déjà là, c'est un non-sens. Peu importe le résultat, peu importe que ça mène au congédiement de X ou Y, qu'un chef d'État ou qu'un chef de gouvernement se sente légitimé de dire « Hey, moi, je vais faire perdre la job. » François Legault, là, s'il se mettait sur, je sais pas moi, sur Guillaume Lepage, mettons, il faut vraiment qu'il perde sa job. Ou Mark Carney, disons, évidemment, c'est fédéral. On trouverait ça épouvantable. On n'a pas, je pense en fait qu'on n'est pas encore tombé à 100%, du moins, ça c'est assez clair, dans le piège américain. On a encore un certain recul. Là, je parle du Québec ou même du Canada de façon générale. Un certain recul. Je pense qu'on a un meilleur degré de littératie politique aussi. Je pense qu'on est un petit peu plus sensible sur qu'est-ce que la démocratie, au final. Peut-être un peu moins. T'es pas sûr, hein? Je suis pas sûr. Non, tu me regardes comme je suis un merlan frit. Non, pas tant, mais je suis pas sûr si on a... Non? Tu penses que les politiciens seraient capables de faire des pressions comme ça aussi? Écoute, je pense deux choses en ce moment. Okay? Je pense que les États-Unis, on dirait dans les dernières années, puis peut-être qu'on peut mettre la faute sur Trump, mais je pense que c'est plus large que ça, sont devenus un peu une caricature d'eux-mêmes. Je pense que j'imagine être un leader en ce moment, un président, un premier ministre, puis avoir à subir, mettons, des émissions entières à tous les jours contre toi. J'imagine qu'à un moment donné, peu importe qui devient irrité à un certain moment donné. Puis ça l'a toujours été, tu sais, les late shows, il y en a toujours eu, parce que ça fait des années qu'il y en a. Puis il y a toujours eu des critiques. Mais on est devenu un point que même si comme c'est pas de la propagande, mais c'est de l'opposition politique pure. Fait qu'à un certain moment donné, tu te dis, quand on dirait que c'était le fun des années 90, des années 2000, avec Bush, puis tout ça, OK, Puis c'est devenu un peu une caricature que tout est autour de ça. En même temps, il n'y a jamais eu un président aussi polarisant que Trump. Fait qu'il court après aussi. Mais c'est comme un climat qui est ingérable. Fait que pour quelqu'un qui a un ego comme Trump, puis dit « Hey, sais-tu quoi, j'ai du pouvoir, moi, t'as fermé la gueule, moi. » Fait qu'il y a un peu ça qui arrive. Parallèlement à ça, au Québec... Tu sais, on n'est pas là du tout. Là. Je pense qu'on est vraiment pâle là, par rapport à tout ce qui se passe aux États-Unis. On est un petit peu plate. On est un petit peu plate. Mais, c'est bien correct comme ça. Hein? Mais je pense quand même, c'est drôle, je pense l'inverse au Québec. Je pense que ça pourrait brasser un peu plus. Je pense que ça pourrait brasser un peu plus. Puis on a tendance à être consensuel un peu tout. Okay, dans ce sens-là, de l'autre côté, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que disons que Legault fait une sortie pour faire perdre la job à un humoriste qui s'acharne sur lui. Je pense qu'il y aurait une levée de bouclier solide. Je pense qu'il perdrait son mandat. Mais je pense qu'il y a, par exemple, des critiques contre, par exemple, Radio-Canada ou des trucs comme ça. Il y en a beaucoup. Là. Il y a des politiciens qui vont le faire. Mais tu vois, juste, mais ils sont peut-être pas au pouvoir, ils sont dans l'opposition. Il s'est essayé cette semaine, puis ça revirait comme une crêpe. Puis sais-tu quoi? Moi, je trouve que c'est une excellente affaire. Parce que là, d'aller dire que Patrice Roy t'a fait une entrevue plus difficile que les autres, parce que Mark Carney a donné 150 millions il y a 3 jours à Radcan. Ça, c'est du Trumpiste 2.0. Là. On peut aller jouer là-dedans. Là. Tout à fait. Mais on dirait... une méthode un peu à l'américaine. Oui. Non, tout à fait. Mais ça se peut-tu que des fois, puis absolument, je trouve que le lien qui est fait est complètement exagéré. Mais des fois,
faut comme pousser plus loin pour revenir un peu. C'est-à-dire, il faut dire des bêtises pour revenir vers le centre. Moi, je trouve qu'il a le droit de le dire. Non, mais tu vois, la réaction du public, c'est ça que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Aux États-Unis, ça passe plus facilement. Ah oui, vraiment. Puis pour revenir, quand je pense que tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est sûr que Trump doit en avoir son maudit voyage. Ça, je comprends bien. Mais le problème, c'est que si tu veux utiliser l'équivalent du CRTC pour faire des menaces, à dire, si vous continuez de m'écœurer, je vous ferme, bien là, ça s'appelle pas une démocratie, ça. Là, il y a un autre type de régime qui commence par une lettre qui s'appelle A, D ou F, vous choisissez. Mais là, c'est grave. C'est grave. Je veux vraiment qu'on parle de quelque chose qui... je pense, moi, c'est le genre d'élément qui me touche beaucoup dans ce qui se passe, la liberté de presse. Les attaques envers les médias, les fake news, là, ça, on l'entendait, les faits alternatifs avec Kellyanne Conway dans le premier mandat en disant que, mais non, on n'a pas menti, on donne des faits alternatifs. Le fait de dire que l'Associated Press peut plus aller dans certains événements de la Maison-Blanche, dans le bureau Oval, parce qu'ils veulent pas dire golfe de l'Amérique. Ils disaient golfe du Mexique. Là, ils avaient été suspendus, les gens de l'Associated Press. De dire des journalistes, parce que c'est souvent des femmes, là, fait que je vais utiliser quand même cet exemple-là, puis il y en avait encore hier, t'es exécrable, t'es une mauvaise personne, les attaques personnelles. Je donne un autre exemple avant de vous faire réagir, parce que ça a passé un peu sous le radar, mais au Pentagone, donc tout ce qui s'occupe de la défense aux États-Unis, on a dit, écoutez, vous devez signer un beau petit papier ici, une nouvelle politique qui dit, on veut savoir avant que vous publiez ce que vous allez dire. Pratiquement, demandez-nous la permission, même si c'est des informations qui sont pas classifiées, là, qui sont non classifiées, qui sont publiques d'opérations militaires à venir ou de dépenses et tout ça. On veut filtrer l'information. Ça, on voit pas ça. Je te vois. Attends, je veux juste finir. Je le vois, il est excité. Non, mais je sens que Frédéric, j'ai comme mis une petite bûche en dessous de toi, là. J'ai allumé le feu. Alors, il y a ça aussi de dire, on va signer, on veut vérifier votre information avant. Dans une démocratie, encore une fois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et l'ironie que Pete Hegseth, qui est le secrétaire maintenant de la guerre, j'ai dit défense, mais ça a changé de nom, un ancien animateur vedette de Fox News, que sa propre organisation médiatique dit non, merci, voici ma carte de presse, goodbye, sayonara, on est parti, là, avec le New York Times, avec tous les autres médias dits de gauche. Tout ce que je viens de vous dire comme exemple, la liberté de presse, je pense qu'on n'y a même pas encore touché. Ça, c'est quand même quelque chose qui est dangereux. C'est épouvantable, là. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie de journaliste qu'on me demande de relire mes articles. Sais-tu, j'étais où? Où? Devine. Elle est là. C'est à quelque part. C'est pas aux États-Unis, mais ça se ressemble un peu. Pas aux États-Unis, mais ça se ressemble. En Alberta? Ça, c'est bon. Je n'ai pas passé. J'étais à Guantanamo. Oh, tabarouette, OK. Puis à Guantanamo, il m'avait demandé, OK, je ne pouvais rien sortir tant que je fais. Puis évidemment, j'ai fait à ma tête de cochon. Je me suis dit, qu'est-ce que. Oui, tu as écrit un livre sur Guantanamo. Ce qui va arriver, ils vont le pire, ils vont me laisser ici. Mais au pire, ils vont te laisser ici, quoi, dans une cellule? Je sais déjà que c'était pas évident. Mais en tout cas, bref, j'ai refusé de jouer le jeu. Mais ça pour dire que Guantanamo, ce sont des tactiques là, qu'on voit maintenant. Puis, tu sais, quand tu es à Guantanamo, je suis pas innocent, je sais que je suis à Guantanamo. Bon, OK, c'est comme ça que ça marche. Puis, tu t'es pas perdu en faisant du pouce à Cuba. Non, ça va. Mais là, tu es rendu à appliquer tes méthodes de Guantanamo partout au Pentagone. Puis, oublie pas, là, ils viennent de développer un autre truc, le Hall of Shame. Voici la liste, c'est sur le site de la Maison-Blanche. Voici la liste des journalistes qui n'ont pas d'allure. Ah non, j'avais même pas vu ça. Hello, Hall of Shame. Mais ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai une question alternative aussi. Je vais faire l'avocat du diable en soi. C'est parfait. OK? Mais je ne suis pas l'avocat du diable parce que je trouve ça... Ce qu'ils font là, c'est épouvantable. L'administration américaine, c'est épouvantable. Parallèlement à ça, est-ce que... Parce que, tu sais, moi, j'écoute surtout, mettons, CNN aux États-Unis, j'écoute, mettons, New York Times, les podcasts, surtout des médias de gauche, OK? Mais est-ce que le simple fait d'avoir des médias de gauche puis des médias de droite, c'est pas un problème en soi? Oui. Fait que tu sais, le fameux fake news de Donald Trump, qui est complètement ridicule, mais c'est vrai qu'à force de mettre l'emphase sur certaines informations, puis pas d'autres, ben ça devient aussi du discours politique, puis ça devient que... Depuis que Trump est là, moi, je suis un gros fan du podcast The Daily, OK? Oui. Qui est un podcast du New York Times qui traite de toutes sortes d'affaires. Oui. Depuis ce temps-là, j'ai remarqué quelque chose d'épouvantable, c'est qu'ils sont plus centristes de Daily. Puis ils prennent le temps maintenant de regarder l'autre position. Puis c'est quoi? Ça fait une meilleure émission. C'est horrible qu'il faut passer par
par Trump pour arriver là. Mais je trouve que à la base, ça aurait dû être ça. Mais écoute, tu rentres dans mes cordes. Moi, ma maîtrise, je l'ai fait justement en parlant du traitement des médiatiques, des scandales politiques américains, tout ça. Et il y a un traitement qui est différent. Puis il n'y a pas de médias de centre. J'essaie d'en trouver, là. Il n'y en a pas un vrai média de centre que tu peux dire. Ouais, il n'y a pas un penchant. T'sais, le Washington Post là, essaie par moment de revenir plus au centre. Ils ont d'ailleurs eu une certaine forme de censure aussi. On a décidé de ne pas, pour la première fois, appuyer, par exemple, un candidat ou une candidate à la présidence, puis on dit que ça venait des pressions d'en haut, justement, d'un des grands patrons que je ne nommerai pas ici, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est triste parce que un Américain qui écoute juste Fox News, ou qui écoute même pas Fox News, One American News Network, ou qui écoute Newsmax, ou qui écoute juste des... je sais pas, là, qui écoutait... Nick Fuentes, que je viens de voir, qui est de l'extrême droite avec des propos, là, d'ailleurs, dans les dernières heures, qui a dit Hitler was cool. Là. Il avait été avec Piers Morgan dans les derniers jours. Les femmes devraient pas avoir le droit de vote. Il a dit ça. Là. Moi, j'ai vu ça dans les dernières heures. Alors, que tu écoutes ça ou que tu écoutes juste du MSNBC, là... tu n'auras pas la même information. Non. Même les nouvelles, il y a des nouvelles qui ne sont pas traitées carrément à droite et à gauche. Oui. Ça, c'est extrêmement problématique. Et c'est ça. Puis comment, après ça, ne pas vivre dans un pays polarisé, peu importe qui le président, puis d'avoir des conspirations sur Joe Biden. Joe Biden, c'est un vieux monsieur, là. Je suis sûr qu'il a fait plein d'erreurs, mais c'était pas un machiavélique fini qui essayait de détruire tout. C'était comme juste un démocrate. Mais au contraire, là, eux, ils disent que c'est la marionnette, puis que finalement, il était comme... Mais la meilleure, c'est cet été, quand Trump a dit « Joe Biden est mort ». Tu te rappelles pas de ça? Hein? Il y avait une vidéo où Joe Biden est mort, puis il avait, dans l'espèce de montage, il était à côté de lui. Tu sais, c'est parce que là, à un moment donné, on s'en va à un autre niveau. Tu parlais de la pandémie. Quand Trump disait c'est un hoax, c'est une arnaque, ça n'existe pas la pandémie, mais n'oubliez pas de boire de l'eau de Javel, là, vous allez vous prémunir. Ben là, ça existe ou ça n'existe pas? Tu sais, on est rendu à un niveau de burlesque. Franchement, là, je ne sais pas dans combien de temps on va être capable de regarder ça avec un œil neuf, mais ça risque de donner du stock à des gars comme toi. Là. Ben écoute, moi, comme consommateur d'informations, ça me manque. Tu me dis, il n'y a pas de médias, ça me manque. Moi, je serais vraiment un bon public pour avoir les deux côtés de l'information. Je suis capable de le prendre. Je fais l'exercice de regarder tous les côtés, mais c'est ma job. Je ne pense pas que monsieur, madame, tout le monde, avec son café le matin, se dit « Hey, je vais passer la liste là, de tout ce qui est à droite, qui est à gauche, puis je vais trouver mon information comme ça. » Mais CNN, avant de passer au prochain sujet, a mis à la porte des gens qui, justement, étaient rendus trop avec un penchant démocrate, parce qu'eux-mêmes ont vu, dans les codes d'écoute et tout ça, qu'il y avait un désir aussi. Les gens, c'est au plus bas. Le Gallup, à chaque année, fait un sondage de la confiance envers les médias. Là, on est dans le fond du baril. Là. Alors, ils se sont dit, il faut peut-être brasser les choses puis essayer d'avoir une information qui est un peu plus au centre. Mais ils sont dans le fond à cause de ça. Ben oui. Parce que pendant des années, il y a des biais, puis tu le vois. C'est même pas caché. C'est que si tu écoutes CNN, t'es à gauche, Fox, t'es à droite. C'est clair, là. C'est clair, mais pourquoi c'est de même? Mais là, ils commencent à inviter des gens qui brassent la cabane. C'est quand tu avais Marjorie Taylor Greene qui était à The View, puis CNN. Moi, en tout cas, bon, ça serait pour un autre balado, mais j'ai tombé un peu en bas de ma chaise parce qu'il nous reste quelques minutes. Là, j'étire le temps. Je veux juste avoir votre opinion sur les réseaux sociaux. Là, je sais, on pourrait en parler pendant 10 ans, mais on va en parler pendant max 5 minutes. Les réseaux sociaux, quand Donald Trump, après l'assaut du Capitole, s'est fait bannir, par exemple, de X, si je ne me trompe pas, qui était de Twitter Facebook encore. Aussi, non? Oui, Facebook. 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 Me semble que oui. Absolument. Facebook, oui, tu as raison. Oui, parce qu'après ça, Mark Zuckerberg a changé tout son complètement. Il est à côté de lui à la sermentation. Non, mais il y avait X qui était Twitter encore dans le temps. Là. Mon Dieu, on dirait que c'est une autre vie. Il y avait YouTube, Facebook, bon, puis il y en a d'autres peut-être qui m'échappent en ce moment. On a banni Donald Trump, le président des États-Unis sortant. On a banni X nombre de personnes. Steve Bannon, Alex Jones, ça, ce serait pour un autre débat aussi, parce que là, googlez Alex Jones si vous ne savez pas c'est qui, mais bref. Est-ce que ça, c'était correct aussi? Moi, ce que je pense de tout ça, mauvaise idée. Grosse mauvaise idée. Parce que j'ai l'impression, puis peut-être que je me trompe, j'ai l'impression qu'à gauche, c'est un peu plus leur façon de procéder, c'est-à-dire de juste éliminer le droit de parole de certaines personnes. Hey, il ne faut pas entendre ce discours. Je suis sûr qu'à droite aussi, ils le font. C'est juste qu'on dirait dans les dernières années, pour une raison où je ne sais pas trop, j'associe un peu plus ça à la gauche. Mais je pense que c'est toujours une mauvaise idée. C'est parce que ça donne la force à la personne
que tu censures. Donald Trump, là, à partir du moment que tu l'enlèves des réseaux sociaux, devient une victime. Donald Trump, là, de tous les procès qu'il y a eu, les 4 procès qu'il y a eu contre lui aux États-Unis, a renforcé Donald Trump. C'est une mauvaise idée. Je pense qu'à partir du moment que quelqu'un est un politicien, ou c'est un politicien élu, là, je pense qu'il y a un code inconscient qui s'adapte, qui s'applique, qu'il faut que le public choisisse. Puis à partir du moment que c'est plus le public qui choisit, le public se sent trahi par... Mais tu dirais-tu qu'il n'aurait pas dû déposer des accusations contre lui? Moi, je pense qu'il aurait peut-être perdu aux élections s'il n'y avait pas eu tous ces procès-là. Ouais. Là-dessus, ça, je suis pas d'accord avec toi, par contre, dans le sens où le droit commun s'applique à tous, chacun. Mais je pense qu'il y a 2 affaires. Est-ce qu'il aurait dû avoir des accusations? En même temps, on n'est pas dans on ne sait pas c'est quoi que les procureurs avaient comme information. Et il y a la dite censure sur les réseaux sociaux de lui dire on t'enlève ton Twitter. Moi, je faisais juste une... Oui, mais je comprends. Mais parce qu'autrement, tu exonères des politiciens au motif qui sont politiciens, puis là, tu ne vis plus dans un état de droit parce que tu crées 2 types de lois, une loi pour le citoyen, une loi pour le politicien. Mais il a gagné tous ces procès? Non. Mais ils sont tombés. Ils sont tombés. Ils sont tombés parce qu'il a été élu puis il a dit hey, finalement, on va oublier ça, une poursuite contre moi. Mais politiquement, c'était un mauvais mot. Moi, dès qu'il y a eu des procès contre lui, je me suis dit, ça va le faire gagner. Tu parles sur de la persécution, puis ça, je comprends l'espèce d'image. Mais ça, pour moi, à mon avis, ça ne devrait pas être négociable. Tu as commis une infraction, puis... Que tu sois démocrate, républicain, président... Je te dirais la même chose pour Biden, pour Trudeau, pour Le Pen, Zemmour, on s'entend. Mais sur la... Vas-y, excuse-moi. En fait, je suis comme d'accord, légalement, je suis d'accord avec toi. Puis je trouve que ça fait complètement du bon sens. De la répercussion. Mais la répercussion est évidente que tu donnes un levier. Il vient de victimiser, donc tu viens de gagner un paquet de moi, followers. ce que je trouve épouvantable, c'est que tu as raison de dire qu'il s'est victimisé avec succès. Mais c'est le fait du jour 1. Après ça, c'est ça. Mais tu as n'importe quel shop. Tu as un restaurant, là, puis le gars qui arrive avec son CV, là, il y a 91 chefs d'accusation aux criminels à travers le popotin, puis il y a une condamnation civile pour l'agression sexuelle. Tu vas-tu ouvrir les portes de ta business? Tu vas dire flipper des burgers, comme on dit en bon français. Il ne serait pas capable de vendre quoi que ce soit dans un restaurant chaîne rapide, mais tu l'élis comme preuve. Oui, mais c'est la démocratie. En même temps, les gens ont choisi de l'élire. Mais sauf que l'affaire qui est complètement machiavélique dans Trump, c'est que c'est ça qui vend. Oui, il vend que l'institution est corrompue. Puis il y a la preuve. Hey, on me poursuit pour plein de choses que j'ai pas faites. Puis ce que je vends, c'est une institution corrompue. Son message était parfait pour ce qu'il vivait. La question, là, à part Trump, là, qui serait capable de faire un coup de même? Être élu avec 91 chefs d'accusation. Personne. Mais non. Personne. À part quand tu n'as pas des vraies élections dans certains pays. Exact. Peu importe ce qui arrive. Personne. Mais ma deuxième petite partie de question, le fait qu'il n'y a plus de vérification de fait. Parce qu'on disait que ça aussi, c'était biaisé trop à gauche. Que, admettons, s'il y avait un discours qui semblait raciste, ben là, il y avait tout de suite une note où c'était censuré. Ça fait partie de ce que la droite est fâchée de ça. Quand il y avait la vérification des faits. D'ailleurs, jour 1, pratiquement, que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, fini. Il n'y a plus de vérification de faits. Non, je sais. J'ai juste utilisé le terme vérité alternative. Ouais, je sais pas pour vous, mais c'est parce qu'il y en a juste une vérité. Il ne peut pas avoir une alternative. J'étais là, la foule était petite pour vrai à son fermentation. J'étais là. Vrai? Ben oui. C'est pas non, c'est débile. On vit vraiment dans une ère tellement complexe, là, avec c'est révolutionnaire aussi. Les réseaux sociaux, c'est pas ça qui changeait des élections il y a 15 ans. Là. C'était pas là. Oui, il y en avait, mais là, ça a tout changé. On s'adapte encore à ça. J'ai un aveu de modestie à faire. Quand Facebook est débarqué, ils ont utilisé ça pour les révolutions au printemps arabe. Je me suis dit, mais quel fantastique outil qui va sauver la démocratie. Ouais, c'était ça, mais... Pouette. Ça fait pas partie des prédictions. Non, celle-là, je m'en vante pas fort. C'est drôle, t'as pas dit c'était à quelle date, quelle heure, quel balado, ou t'as dit ça? Qu'est-ce qui est plate, c'est que n'importe quelle bonne idée, avec le temps, devient une mauvaise idée. Fait que c'est comme, c'est tellement une bonne idée de s'exprimer en ligne. Puis avec le temps, c'est comme, oh mon Dieu, quelle mauvaise idée. Je te jure, j'étais sincère. On donne la parole à tout le monde, des nouvelles voix, la dissidence, let's go.
Et pareil. Ah, puis regarde, il y aurait la question de Meta ici, que là, on n'a pas accès aux nouvelles. Fait qu'il y a des gens de moins en moins informés. Il y a des espèces de pseudo-sites de nouvelles, de potins. C'est tout mélangé que ça. Bon, d'ailleurs, Simon Olivier était sûrement souvent là dans le faux site de potin où c'est un clickbait avec un titre X. T'en as une couple, il me semble, dernièrement. Bon, alors ça, c'est un dernier exemple. On n'a même pas parlé des livres. La Servante écarlate qui est retirée de certaines bibliothèques. C'est épouvantable. Il y en a plein. Ça, là-dessus, on dit souvent gauche-droite, mais non, les livres retirés aux États-Unis, c'est de la droite. Mais il y en a eu. Il y a eu des livres retirés de la gauche, mais après ça, c'est passé comme si tu fais la proportion 1 contre 650 livres d'enlevés. Déjà, retirer un livre, ça n'a pas d'allure, point. Là. Je veux devoir vous réinviter, Colin. Écoute, on a parlé pendant 1 heure. Moi, je vous garderai pour plus longtemps. Écoute, moi, je trouve ça bien le fun. Bon, vous avez quand même dit, je pense, tout ce que vous pensiez, ou presque. Alors, merci pour votre liberté de parole. J'espère que vous sentiez dans un cadre où la liberté d'expression était respectée. Un safe space où ça brasse. Le problème, c'est pas en ce moment, c'est quand ça sort en ondes. Oui, c'est vous ça. avez été quand même, garde. Moi, je vous ai connu sûrement pour dire des affaires pires que ça. Moi, j'ai trouvé que vous avez été. Oui, non. C'est n'importe quoi. Moi, je suis plus dans la division, honnêtement. Là. Je suis vraiment. Non, mais pas que j'ai jamais été dans la division, mais ça me tente tellement plus. Là. Mais regarde, t'as même plus à gérer de bye-bye. Là, c'est super, c'est parfait. Là. Tu peux relaxer avec l'approche des fêtes. D'ailleurs, bon, on s'en reparlera peut-être de ça. Okay. Je vous remercie, messieurs. Frédéric Bérard, je rappelle donc que tu es ici chroniqueur à l'émission Signé Lévesque, entre autres. On peut t'entendre sur nos ondes. Tu es avocat, enseignant, écrivain. Je ne dirais pas le nombre de livres que tu as écrits parce que là, ça me rend, on dirait que mon CV est tellement pâle à côté du C'est des petits livres, les miens. Ben oui, c'est ça. Simon-Olivier Fecteau, bien connu du public québécois, bien sûr, réalisateur, humoriste, comédien, scénariste. 9 bye-bye derrière la cravate. Puis j'ai hâte de savoir quels sont tes prochains projets. Moi aussi. On se laisse sur ce suspense. Merci beaucoup, messieurs. Salut.